Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI Midi, une heure d'actualité à l'international. Pékin se réserve donc le droit de répliquer après la destruction de leur ballon par Washington. Ballon qui survolait le sol américain depuis plusieurs jours. Alors que s'est-il passé? Pourquoi avoir attendu pour l'abattre? Et que va-t-il advenir désormais? Cet événement, enfin, risque-t-il de tendre encore davantage les relations sino-américaines? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités experts et spécialistes. Bonjour à tous les quatre. Pierre-Antoine Donnet, vous êtes ancien correspondant de l'AFP à Pékin, co-auteur de Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions Cherche Midi. Bélir Nabli, chercheur en relations internationales à Sciences Po. Charles Hacker, rédacteur en chef du service Monde à l'Express. Bonjour. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, ancien conseiller politique de la Task Force Lafayette en Afghanistan en 2011 et également auteur de la postface de Goodbye Poutine aux éditions Jingo. Merci beaucoup. Écrit par Hélène Blanc. Écrit par Hélène. Coordonné par Hélène Blanc. Et puis également, on a vu apparaître Justine Jankowski, qui est notre correspondante TF1 LCI à Pékin et qu'on va rejoindre dans un instant. Merci à tous les 5 de m'accompagner pour cette émission, à tous les 6 même, parce qu'on vous rejoint tout de suite Mathieu Carman. Carman, d'abord revenons sur les faits et le déroulé avec vous, Mathieu. Que s'est-il passé ces dernières heures? Eh bien, écoutez, Solène, il était donc 20h39 hier, heure de Paris, lorsque sur vos écrans de télévision, vous avez vu apparaître ceci, le ballon espion chinois qui a donc été abattu. C'est un avion de chasse F-22 qui a lancé un missile pour détruire ce ballon chinois qui survolait les États-Unis depuis près de 5 jours. Neutralisé donc sur ordre du président américain Joe Biden. Il a annoncé d'ailleurs qu'il avait pris sa décision il y a mercredi, abattu donc au large de la Caroline du Nord, dans le sud-est des États-Unis, touché à 18 km du sol, 11 km des côtes selon les responsables du Pentagone. Avant cela, 3 aéroports de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord ont été fermés le temps de l'opération. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Joe Biden qui s'est exprimé à la sortie d'Air Force One. Il s'est félicité de cette opération. Écoutez. Ils l'ont abattu avec succès et je veux féliciter les pilotes qui l'ont fait. Nous n'aurons plus rien à dire à ce sujet d'ici peu. Alors Mathieu, vous l'avez dit tout à l'heure, Joe Biden avait décidé, dès qu'il a vu apparaître ce ballon, de l'abattre. Il a fallu attendre 4 jours. Pourquoi ? Eh bien, l'armée américaine a donc pris son temps. Il aura, vous l'avez dit, fallu attendre 5 jours avant d'abattre ce ballon qui a été détecté pour la première fois le 28 janvier dernier dans l'Alaska avant de survoler le Canada à partir du 30 janvier et d'entrer dans l'espace aérien américain mardi. Il a stationné plusieurs heures au-dessus du Montana et notamment au-dessus de la base militaire de Malmstrom dans laquelle est stocké plusieurs missiles nucléaires et des silos de lancement. Le ballon a donc poursuivi sa route en traversant les États-Unis jusqu'à la Caroline du Nord, donc où il a été abattu. Alors pourquoi il aura donc fallu attendre si longtemps? Plusieurs raisons. D'abord, il était trop dangereux de l'abattre alors qu'il y avait des habitations en dessous et que des civils se trouvaient sur le sol américain. Autre raison, c'est que des débris vont être récupérés par la US Navy pour y être analysé par le FBI pour savoir si ce ballon était bien un ballon de météo, comme dit la Chine, ou alors si c'était un ballon espion. D'ailleurs, quelques instants après, Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, s'est exprimé. Il a dit que le ballon était utilisé par la République de Chine dans une tentative de surveiller des sites stratégiques. Merci beaucoup Mathieu Carman pour toutes ces précisions. Emmanuel Dupuis, est-ce qu'il y a un risque pour la sécurité américaine avec ce type de ballon? Est-ce qu'il a pu enregistrer éventuellement, prendre des photos en passant au-dessus du Montana notamment et du territoire des États-Unis, ou alors est-ce qu'il n'a pas eu le temps? Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce type de débris? Bon, déjà, ça fait 5 jours qu'il survole les États-Unis. Donc, s'il avait été une menace, il aurait été abattu dès son entrée sur l'espace aérien américain, qui n'était pas précisément aux États-Unis, mais en Alaska, puis au Canada. Deuxièmement, c'est pas la première fois qu'il y a des ballons espions, ballons de surveillance météo, qui survolent les États-Unis. Il y en a eu 3 pendant la présidence de Donald Trump. Aucun n'a été abattu. Et il y en a un en ce moment même apparemment en Amérique du Sud, latine, aussi en Amérique latine. vraisemblablement. Ouais. Deuxième élément, les satellites de basse orbite, dont disposent les Chinois, peuvent regarder exactement la même chose, que ce soit sur la base de Malmstrom, les missiles intercontinentaux balistiques Minuteman ou autre chose. Par contre, ce qui reste à vérifier, c'est la raison pour laquelle il ne faudra pas échapper que les États-Unis ont attendu que le ballon survole le territoire, mais ça reste dans les eaux territoriales américaines. Donc ils font eux-mêmes aller chercher ce qu'il y a au fond. On est à
On 16 est à mètres, je crois, de 15 mètres profondeur. de Ouais. profondeur sur une zone à peu près d'une dizaine de kilomètres. Donc, a priori, ils récupéreront tout ce qu'il faut récupérer. Les capteurs et notamment, peut-être, les systèmes d'enregistrement. Néanmoins, pour répondre peut-être plus simplement, dès le début du survol américain, les Américains avaient la capacité de brouiller les communications ou les interceptions qui auraient été utiles pour la Chine. Mais encore une fois, c'est un petit peu un retour d'ascenseur. Les Américains, à travers des navires espions ou des ballons espions, font exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'ils ne survolent pas le territoire chinois. Justine Jankowski, on vous retrouve en direct de Pékin. Les Chinois, je cite, se réservent le droit de répliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, Justine? Et la Chine a-t-elle été surprise de cette réaction américaine de détruire leurs ballons? Surprise ou pas, en tout cas, la Chine a changé de ton et ce, très rapidement. Rappelez-vous, vendredi dernier, Pékin déclarait regretter la violation involontaire de l'espace aérien américain après avoir été prise la main dans le sac, avoir reconnu que ce ballon était bien chinois. Mais ce matin, maintenant que les Américains l'ont détruit, eh bien, la communication est beaucoup plus agressive. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Washington réagissait de manière excessive, qu'il violait gravement les pratiques internationales et donc, vous l'avez dit, qu'il se gardait le droit de répliquer. Alors, difficile pour l'instant de savoir de quelle manière, mais on sait de toute façon qu'il y a énormément de points de tension entre les deux grandes puissances, à commencer par Taïwan. Taïwan, d'ailleurs, qui affirme que 2 ballons similaires avaient déjà survolé son territoire en 2021 et en 2022. Impossible pour autant de savoir s'il s'agissait des mêmes appareils que celui qui a survolé les États-Unis cette semaine. Réaction officielle de Pékin. Justine, comment réagit la population chinoise? Vous venez tout juste de sonder la rue, vous êtes sorti dans les rues de Pékin pour leur demander. Oui, en fait, on a voulu savoir si les citoyens chinois étaient aussi remontés contre les Américains que les autorités du pays. Alors, eh bien, vous l'avez dit, on est allé dans la rue et je vous propose de regarder leur réaction. Les Américains exagèrent. C'est juste un ballon, ça fait de mal à personne. Ce ballon n'était pas contrôlé, c'est un accident. Mais bon, je comprends que les Américains le détruisent. C'est sur leur territoire et ça les dérange. Si ça avait été un ballon américain sur notre territoire, on aurait fait la même chose. Vous le voyez, ils sont plutôt mesurés dans leurs propos. Et d'ailleurs, c'est assez rare face à notre caméra. D'habitude, on entend des discours plutôt nationalistes. Mais ces discours-là, on peut dire qu'en ce moment, on les retrouve dans les médias chinois, les éditorialistes qui montent au créneau en disant que les Américains dramatisent, qu'ils font de cette affaire un film hollywoodien, je cite. Bref, les relations sino-américaines n'étaient déjà pas au beau fixe, mais cet incident risque de les empirer. Justine Jankowski pour toutes ces précisions, c'était très intéressant. C'est intéressant notamment ce que dit la dernière personne interrogée. Si ça avait été un ballon américain, on aurait fait la même chose. Plus de peur que de mal, mais quand même, Pierre-Antoine Donnet, ça montre la fragilité des relations sino-américaines. Écoutez, c'est un peu une opération des pieds nickelés, parce que, évidemment, il était très facile d'observer l'itinéraire de ce ballon. Comme vous le disiez, il y en a eu beaucoup d'autres et des deux côtés. Mais il faut regarder le calendrier. Et pourquoi c'est une opération de pied nickelé? Parce que ça s'est passé à quelques jours de l'arrivée prévue du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Pékin. Et pourquoi allait-il là-bas? C'était dans l'ordre des choses après le premier sommet entre Joe Biden et Xi Jinping lors du G20 à Bali, où l'un et l'autre avaient pour désir d'apaiser les relations entre ces deux géants. Et Blinken y allait pour une seule raison. C'était pour mettre en place un système qui permette de communiquer s'il y avait par hasard un jour un incident non voulu justement dans la zone de Taïwan. Une sorte de mécanisme qui est indispensable parce que tout à l'heure, votre correspondante l'a dit, les tensions sont extrêmes entre les deux pays autour de Taïwan. Elles se sont cristallisées ces derniers mois et on est à quelques semaines peut-être d'une visite également qui va irriter considérablement Pékin, qui est celle du président conservateur de la Chambre des députés. Donc, c'était en fait un affront pour les États-Unis. Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi ne pas attendre la fin de la visite de M. Blinken? Donc, non seulement c'était un affront, mais c'est même carrément provocateur. Et après les premiers jours où les autorités américaines ont gardé le silence, quand ce ballon est apparu dans le ciel et qu'il y a eu toute une série de gens qui ont identifié un ballon, et qui se posaient des questions, le silence n'était plus de mise. C'est pour ça que les autorités américaines ont commencé à communiquer.
Puis la colère aujourd'hui des autorités américaines. Alors, juste pour être bien sûr, mais si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'était pas un hasard, quoi. Ce ballon a été envoyé à ce moment-là pour éviter cette rencontre et cette venue Alors, de je Blinken n'irai sur pas le territoire jusque-là. chinois. D'accord. Si c'est vraiment le cas, alors là, vraiment, c'est une bêtise totale de la part des Chinois. C'est un acte clairement hostile. Alors, c'est un signe d'hostilité, et donc, juste avant la visite qui était programmée, très sincèrement, moi, je ne comprends pas. C'est une erreur monumentale de la part de Pékin. Bélia ? Oui, effectivement, disons qu'il y a deux hypothèses. Soit ce ballon a échappé au contrôle chinois, auquel cas il s'agit là d'une défaillance et d'une faiblesse, un signe de faiblesse. Soit au contraire, il n'était pas, il est demeuré jusqu'à la fin sous le contrôle de la puissance chinoise, auquel cas on a assisté à un acte de provocation, incontestablement, un acte de provocation qui s'inscrirait donc dans une stratégie pensée, conçue, avec un agenda diplomatique que tout le monde connaît, chinois en tête. Auquel cas, effectivement, peut-être qu'il faudrait-il aussi ajouter à cet événement un contexte un peu plus large, dans la mesure où avec d'autres, on a quand même constaté un ton aussi qui a changé côté chinois par rapport au conflit russo-ukrainien également. Il y a plus de fermeté depuis une semaine, 2 semaines, où maintenant les Chinois n'hésitent plus à mettre en garde les Occidentaux par rapport à leur aide en termes de fourniture d'armes à l'endroit et en faveur des Ukrainiens. Donc il y a là une crispation, une fermeté affichée par la Chine qui, je pense, en se conjuguant, en l'associant avec cet événement-là, tend vers la deuxième hypothèse, à savoir que la Chine se braque, se tend, dans la perspective naturellement d'une confrontation qui prendra la forme qu'elle prendra autour de Taïwan. Alors Pierre-Antoine Honnet, j'ai vu que vous vouliez réagir. Juste, je précise ce que disait il y a quelques jours ce général américain Mike Minihan, qui est bien connu, qui fait partie de ces pontifes de l'armée américaine. Il prédisait plutôt une guerre donc entre les USA et la Chine en 2025, soit 1 an en fait après les élections à Taïwan. Voilà ce qu'il dit: j'espère que je me trompe, mon instinct me dit que je me battrai en 2025. Forcément, nous, on pense à l'ouverture d'un nouveau front et d'une première étape peut-être entre une guerre entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que ça, c'est crédible ? Écoutez, en tout cas, la menace est là, ça c'est clair, depuis déjà un certain temps. Et cette menace grandit mois après mois. Mais pour reprendre ce que vous venez de dire, effectivement, là, on voit bien que le discours chinois à l'égard de la Russie a radicalement changé. Parce que depuis le 24 février, donc pratiquement 1 an, depuis le début de la guerre russe en Ukraine, la Chine était toujours restée relativement neutre. Elle n'avait jamais condamné l'invasion, certes, mais quand même, elle faisait attention à ce qu'elle disait. Or, avant-hier, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, pour la première fois, a dit, mais de façon très explicite, vous les Américains, vous êtes responsables de cette guerre, ce qui n'avait jamais été dit auparavant. Et un petit retour en arrière, il y a une semaine, le ministère des Affaires étrangères russe, lui, a dit qu'il y aurait très prochainement une visite de Xi Jinping à Moscou, en plein conflit en Ukraine. Personnellement, je doute que ça se fasse. Mais vous vous rendez compte ? Donc, effectivement, la situation est grave. Ceci étant dit, conflit armé à Taïwan, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit pour demain. Et on y reviendra justement à l'aide chinoise à la Russie. On va y revenir dans un instant. Juste une question avec vous, Charles Laquet. Est-ce que, selon vous, on s'approche dangereusement d'un point de rupture entre la Chine et les États-Unis ? Dangereusement, à l'aune de cette histoire, non, je ne pense pas. Il y a une crispation, évidemment, de plus en plus forte. Les Chinois ont un petit peu réussi quand même quelque chose avec cette histoire, c'est qu'ils ont un petit peu fracturé encore plus le front politique intérieur, parce que les républicains ont énormément protesté vis-à-vis des démocrates en leur reprochant de ne pas être intervenus avant. Il y a cette rupture et cette annulation de la visite de Tony Blinken à Pékin, qui effectivement, on l'a dit, est dans l'agenda aussi chinois, peut-être une façon de montrer leur désaccord par rapport à Taïwan. Donc je pense que la crispation monte. De là, qu'on parle de rupture définitive et prochaine, je ne pense pas. Alors, on parlait justement de cette aide à la Russie. La Chine, justement, est omniprésente sur tous les fronts. On apprend ces dernières heures que Pékin aide bien plus que l'on ne pensait Moscou dans sa guerre contre Kiev. Il n'y a pas que les Chinois, d'ailleurs. Les Russes sont-ils finalement beaucoup moins isolés que l'on ne le croyait ? Chine, Corée du Nord, Laos, Turquie, Iran, Mathieu Karman. Quel pays aujourd'hui compte parmi les solides alliés de la Russie et lui fournissent non seulement de l'aide matérielle, mais également ou humaine ?
Eh bien, vous l'avez dit, Solène, l'un des premiers alliés de la Russie reste donc la Chine. Dans cet article du Wall Street Journal, on apprend que les entreprises chinoises, tant publiques que privées, sont les principaux exportateurs de biens qui, selon les responsables américains, sont particulièrement préoccupants. On parle bien là de soutien à l'armée russe. Prenons quelques exemples donc, qui sont donnés dans ce papier du Wall Street Journal. En août dernier, l'entreprise Polytechnologie aurait livré des équipements de navigation pour des hélicoptères militaires russes comme les Mi-17 que l'on voit ici. Une autre entreprise chinoise a, elle, envoyé des antennes télescopiques pour brouiller les télécommunications. D'autres systèmes pour aider les Russes seraient envoyés selon le Wall Street Journal, notamment des drones qui permettent aux soldats de surveiller et de localiser les militaires ukrainiens. Enfin, les responsables américains expliquent que la Russie reçoit également des puces utilisées notamment pour des systèmes de géolocalisation, de communication et de navigation par satellite. À noter que la Russie nie toute aide de la Chine. La Russie dispose d'un potentiel technologique suffisant pour assurer sa sécurité et mener l'opération militaire spéciale. Ce potentiel est constamment amélioré, c'est ce que dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Du côté de la Chine, eh bien, c'est le même son de cloche. Regardez ce que dit le porte-parole de l'ambassade chinoise à Washington. Il explique que l'allégation selon laquelle la Chine fournit une aide à la Russie n'a aucune base factuelle, mais est purement spéculative et délibérément exagérée. Et il y aurait, Mathieu, d'autres soutiens à la Russie. Absolument. Et l'un des alliés de la Russie, c'est également la Corée du Nord. Même si le pays le réfute depuis le début de la guerre, selon un média sud-coréen, la Corée du Nord devrait envoyer d'ici le mois de mars 300 à 500 hommes en Ukraine. Ils devraient être âgés de 19 à 27 ans. L'ordre du gouvernement a été émis le 20 janvier dernier. Ces hommes seront déployés dans le Donbass, dans les zones annexées par Vladimir Poutine, pour les utiliser comme main-d'œuvre pour des travaux, notamment de reconstruction. Un autre pays plus inattendu, celui-là, soutient également la Russie, c'est le Laos. Regardez ce reportage qui a été diffusé à la télévision russe. On apprend dans ce reportage que le Laos a livré notamment des chars datant des années 40 à la Russie. Regardez. Jusqu'à une époque récente, ce matériel exceptionnel était utilisé par l'armée de la République du Laos, qui vient de le mettre à la disposition du ministère russe de la Défense dans le cadre des accords de coopération scientifique et technique. Il semble que ces machines de combat aient été fournies au Laos dans les années 80 par le Vietnam, qui s'en était servi pendant la guerre entre le nord et le sud du pays. Au moins la moitié de ces chars ont été fabriqués en 1944, pendant la Grande Guerre patriotique. Et malgré leur âge respectable, ces T-34 de légende fonctionnent toujours. Les canons sont aussi en état de marche. Un autre pays soutient directement la Russie, c'est la Turquie qui a livré de nombreux drones Bayraktar T2 depuis le début du conflit. Selon le Wall Street Journal, le quotidien précise également qu'au moins 13 entreprises turques ont exporté pour 18,5 millions de dollars d'articles à la Russie. Deux autres alliés existent, on les connaît évidemment. Le premier, c'est l'Iran qui livre ses fameux drones kamikazes. On en parle depuis le début de cette guerre. Et bien évidemment, la Biélorussie qui sert de base arrière à la Russie avec notamment ses bases pour les militaires où ils peuvent s'entraîner sur le sol biélorusse. Merci beaucoup Mathieu Karman. C'était très précis. On a tous les soutiens de la Chine en tête, même si certains nient. Pierre-Antoine Donnet, je pense notamment à la Chine. Je profite de votre expertise puisque vous avez été correspondant pendant des années à Pékin. Est-ce que la Chine nie apporter cette aide militaire? Est-ce que selon vous, elle ment? Et si elle ment, on a le sentiment quand même que ce soutien est de plus en plus appuyé à Moscou. Alors, je dirais tout de suite, les Chinois ne mentent pas, c'est le gouvernement chinois qui ment. Oui, c'est vrai. Et il a l'habitude de le faire depuis longtemps. Alors, évidemment, le démenti est là, il va continuer, mais c'est une ligne rouge. Et s'il est avéré que les autorités chinoises franchissent cette ligne rouge, ça signifie des représailles économiques contre la Chine de la part des États-Unis et d'une partie de ses alliés. Et ceci interviendrait à un moment très difficile pour l'économie chinoise, quand on voit que le taux de croissance du PIB chinois, officiellement, a été de 3% l'année dernière, en 2022, et probablement moins que ça. Ce qui a engendré du chômage. Et j'ajouterais quelque chose de très simple, c'est que les États-Unis sont plus que jamais nécessaires pour l'économie chinoise si elle veut continuer de progresser. Donc, à vrai dire, ils sont pris en tenaille. Hein. Et c'est pour ça que jusque-là, il y avait eu une neutralité affichée côté Pékin. Alors, si cette neutralité explose, eh bien là, je peux vous dire que franchement, les problèmes économiques
sociaux internes à la Chine vont exploser. Bélir Nabli, on a vu cette carte des soutiens de la Russie plus ou moins officielle, mais finalement, on a beaucoup dit que la Russie était très isolée sur le plan international. Pas tant que ça. Alors certes, ça n'est pas comparable avec le soutien ukrainien et tous les alliés, mais quand même. Depuis le début, il y a une ambiguïté sur la question du soutien international vis-à-vis de la Russie. Bon, d'abord, le postulat de départ, c'est qu'il est difficile de soutenir une puissance qui est dans une position d'agresseur. C'est la Russie qui a agressé et qui a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine, donc c'est difficile de justifier le soutien à une telle stratégie, à un tel État. Donc forcément, même si vous soutenez la Russie en tant qu'allié historique, diplomatique ou autre, il est difficile d'afficher un tel soutien. Ensuite, vous avez eu des signes subreptices, notamment lors des votes ou des discussions à l'Assemblée générale des Nations unies, où on a pu constater qu'un certain nombre d'États, finalement, s'étaient abstenus au moment de condamner l'invasion russe. Donc il y a là un signe officiel. On va voir la carte justement dont vous parlez, avec les pays qui ont voté contre ou qui sont restés neutres. Pardon. Qui se sont abstenus, effectivement. Alors que, encore une fois, la situation est limpide. On a une Russie qui a décidé de violer l'intégrité territoriale et donc de violer le droit international, la Charte des Nations Unies. Normalement, il y a quasi unanimité de la communauté internationale des États, comme on dit. Eh bien, cette unanimité, on ne l'a pas vérifiée en vérité. C'est une fragmentation de la scène internationale qu'on a pu vérifier à l'occasion de ce conflit. Puis, dernier élément peut-être par rapport à votre question sur le soutien et fourniture en direction d'armes en direction de la Russie. C'est beaucoup moins transparent de ce côté-là que du côté occidental, notamment aussi parce que ce n'est pas bon pour la Russie que d'afficher finalement la nécessité, le besoin d'être soutenu, d'être aidé. Ça vient contredire le discours nationaliste qui anime, qui nourrit finalement l'offensive militaire. Et d'ailleurs, Charles Laquet, je vous laisse la parole dans un instant, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais du côté de la télé russe, on ne se sent pas très soutenu, on peine à voir les effets de ces soutiens divers et variés, alors c'est sans doute stratégique, on sait que le discours à la télé russe est tamponné en général par le Kremlin. Écoutez la colère du propagandiste qu'on connaît désormais assez bien, Vladimir Soloviev. L'Allemagne fournit des tanks. Ces sales Allemands nazis. Même Netanyahou dit qu'ils sont prêts à fournir une aide humanitaire. Et pour nous, avons-nous formé la plus puissante coalition anti-impérialiste? Où ça? Où sont les guerriers de la Corée du Nord, de la Chine, de l'Iran à côté de nous? Où sont les représentants de la Syrie et des différents pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Amérique latine? Où sont les volontaires du monde entier? Où est le bataillon de Che Guevara? Où est le bataillon de Kim Jong-un? Où se trouve le bataillon Mao Zedong? Où sont-ils tous? Charles Laquet, c'est vrai que ça nous fait sourire. Oui, ça nous fait toujours, sourire. De toute façon. Mais c'est pour ça que c'est important de décrypter aussi. Oui, sourire parfois un peu crispé quand on l'entend. Mais je reviens juste sur la notion de soutien. Le soutien, il peut être certes idéologique. Donc il y a des pays qui sont proche d'un point de vue idéologique avec la Russie, mais il y a aussi beaucoup un soutien d'opportunité. Il faut toujours reprendre des éléments géopolitiques dans cette question, dans cette équation. Quand on voit, par exemple, par rapport à votre carte, les pays qui étaient en jaune, en rouge ou en vert, la Turquie, par exemple, a une position toujours très, très ambivalente. La Turquie a d'énormes liens commerciaux avec la Russie. L'Inde qui est en jaune sur votre carte, l'Inde, en fait, 85% de ses forces militaires, de son matériel militaire, vient de Russie de l'époque soviétique. Et aujourd'hui encore, ils dépendent beaucoup d'eux, un peu pour le pétrole et aussi beaucoup pour l'alimentation. Donc en fait, beaucoup de ces pays qui soutiennent la Russie le font aussi pour des raisons très opportunistes. Et on continue de parler de la situation à l'international juste après la pub. Très rapidement, Emmanuel Dupuy, mais vraiment en 10 secondes, est-ce que ce soutien militaire, oui ou non, peut aider la Chine? Je ne vais pas redire ce qu'ont dit excellemment mes camarades. Il y a quand même une réalité, c'est que théoriquement, le premier cercle, c'est-à-dire les pays qui appartiennent à l'organisation du traité de sécurité collective, celle qui appartenait autrefois à l'Union soviétique,
aucun n'a livré d'armement ou de troupes. C'est pas facile en 10 secondes, je suis désolée, je vous ai tendu un piège, merci beaucoup. Merci aussi surtout à Pierre-Antoine Donnet de nous avoir accompagnés pour cette demi-heure. On se retrouve dans quelques minutes, on ira retrouver notre envoyé spécial du côté de Bakhmout, à quelques kilomètres de là, Thomas Misraki, et Axel Charles Messens, parce qu'il semblerait que la ville, en tout cas, soit en tout cas en très mauvaise passe. Est-ce que Bakhmout est en train de tomber? On posera la question à Thomas. À tout de suite, Thomas.